Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le 26 minutes en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous abordons deux dossiers. Tout d'abord, l'actualité au Ghana où John Mahama signe son retour à la tête du pays après une victoire avec 56% des voix. Nous discuterons de ce que cette réélection signifie pour la démocratie ghanéenne et pour la sous-région ouest africaine. Ensuite, cap sur la Syrie et les répercussions de la chute de Bachar el-Assad, un événement qui pourrait bouleverser les alliances géopolitiques entre la Russie, l'Afrique et le reste du monde. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau un consultant en géopolitique, Morgan Asogba Mitonji. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et également un écrivain politologue, Ludovic Holocci. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Madame Maëlle et merci. Alors, pour commencer, direction Accra avec 56% des suffrages, John Mahama retrouve le fauteuil présidentiel. Suivant ce reportage recueilli sur TV5 Monde Afrique. À 66 ans, John Mahama devient ainsi le premier président de la 4e République du Ghana à reprendre la présidence après avoir été chassé à 2 reprises par les urnes. Une victoire historique, donc. Tout au long de sa campagne, John Mahama s'est engagé à relancer l'économie du pays. Et pour cause, il s'agissait là d'un enjeu électoral majeur. Le Ghana étant confronté à une inflation et à un endettement important. John Mahama s'est également engagé à mettre en place des réformes anticorruption, autre point important de ces élections. Je m'engage à mettre en œuvre des mesures économiques pour lutter contre l'inflation et rendre les produits alimentaires plus accessibles à tous les ménages du Ghana. Je m'engage à mener une guerre implacable contre la corruption et à procéder à la restitution de tout le butin. Cette opération sera menée avec zèle afin de récupérer l'argent et les biens volés pour le développement de notre pays et pour le bénéfice de nos jeunes. Une fois n'est pas coutume, le NDC succède donc au NPP. Les 2 principaux partis du Ghana s'alternent en effet au pouvoir de manière égale depuis le retour au multipartisme en 1992. Morgane, ma première question s'adresse à vous. Malgré une gouvernance controversée marquée par des critiques sur la gestion économique et la corruption, comment expliquer que John Mahama ait réussi à regagner la confiance des électeurs pour un nouveau mandat? Alors, c'est toujours bien de voir l'individu, mais il faut quand même avoir la bienveillance de regarder au-delà de l'individu tout le système. Mahama représente un parti politique, le NDC, et comme votre petit résumé au départ l'a dit, ces partis se partagent le pouvoir au Ghana depuis le début du multipartisme. Donc il y a une alternance qui est justifiée non seulement par la qualité de l'organisation de ces groupes politiques, mais surtout par la capacité de ces groupes à satisfaire aux besoins de leur électorat. Donc, ce qui explique le retour de Mahama, il y a 2 facteurs assez importants. Le premier étant, nous sommes dans un système multiparti politique qui fait que ces 2 partis sont les seules alternatives qui méritent réflexion pour l'électorat ghanéen. Si ce n'est pas le NPP, c'est le NDC. Et ici, nous avons affaire à un NPP qui a eu beaucoup de difficultés dans sa gestion jusque-là, surtout le dernier mandat du NPP avec beaucoup de critiques, avec une situation d'endettement assez remarquable. Et tout ceci fait que l'électorat n'a plus forcément envie de voir le NPP au pouvoir et donc se tourne vers l'alternative qui reste, le NDC. Et Mahama a su quand même rester cette personne suffisamment crédible au niveau du NDC afin qu'il puisse mobiliser le soutien des ténors de ce parti autour de sa candidature. La deuxième chose, c'est bel et bien la gestion du NDC
avec l'alternative Mahama lorsqu'il a eu l'opportunité de continuer la gestion de son prédécesseur qui a eu une difficulté, une situation difficile, et donc il a continué la gestion pour son prédécesseur et qui n'a pas eu forcément la capacité ou le temps nécessaire pour qu'on apprécie sa capacité à bien gérer. Et donc cela a entraîné le fait que la population se dit, pourquoi ne pas lui donner cette chance afin qu'il puisse gérer comme il a tant promis ou comme le NDC l'a tant promis par rapport à leur capacité antérieure. Donc nous sommes dans un contexte à la fois personnel et global qui font que aujourd'hui il a l'opportunité de revenir, et ce serait dommage que tout le monde soit focalisé sur la personne de Mahama au lieu d'être concentré sur les capacités du NDC à satisfaire réellement aux besoins des populations ghanéennes. Vous l'avez dit, Ludovic Holodji, comment vous expliquez ce retour de John Mahama? Le retour de John Mahama au pouvoir, cela s'explique par deux. Qu'on peut expliquer, il y a le discours politique. Le discours politique qui est de base conçu pour convaincre le peuple, jouer sur son émotion. Et nous savons tous que le Ghana traverse une période de crise économique. Et Mahama a sans doute pu jouer sur le discours politique, les convaincre d'une certaine façon pour revenir au pouvoir. D'autre part, on peut analyser les statistiques qui montrent que 60% de l'électorat a participé aux élections proprement dites, soit 20% de l'électorat n'ayant pas voté. Ce sont sans doute des mécontents qui n'ont pas voulu participer au processus électoral. Donc les 60% ayant voté peuvent être considérés comme les sympathisants du président Mahama, actuellement élu. Cela veut sans doute traduire l'impact que peut avoir la manque de participation citoyenne au processus électoral. Si par exemple les 20% n'ayant pas voté, c'est une grande leçon. Est-ce que ce n'est pas parce que John Mahama a su rebondir sur les controverses concernant sa gestion économique et la corruption qui avait prévalu lors de sa première gouvernance? Déjà, c'est un phénomène qui s'observe en Afrique. Nous l'avons déjà observé durant certaines élections en Afrique. Quand un président finit un mandat et que durant son mandat, il y a des crises économiques, des soulèvements au niveau de la population. Il y a une partie de cette population qui refuse d'aller voter. Soit, disons, nous n'allons pas voter, ça ne servirait à rien, ça ne changerait rien. Il y a une autre partie qui dirait, moi j'irai voter pour que le président lui revienne. Parce que d'une certaine façon ou d'une autre, ce mandat lui a profité. Nous ne pouvons pas dire que la gestion de Mahama, durant son premier mandat, a déplu à tout le monde. Ça avantagerait une certaine partie, sans doute. Et c'est cela qui se traduit par la majorité ayant voté, et la majorité des 60% ayant voté pour sa réélection. Alors, merci à vous. Je reviens à vous, Morgane. Est-ce que le fait que John ait pu rebondir en fait sur sa gestion économique et sur la corruption, tout ce qui avait prévalu lors de sa première gouvernance, est-ce que ce n'est pas ça qui lui a permis de pouvoir reprendre encore le fauteuil présidentiel? Alors quand vous dites qu'il a pu rebondir, moi je me pose des questions. Est-ce qu'il a pu démentir certaines accusations ou est-ce qu'il a eu l'opportunité de mieux gérer? Je ne me vois pas en train de répondre oui à ces deux questions que je viens de poser. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on lui donne l'opportunité de faire différemment peut-être des choix qu'il avait opérés. Et encore, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'on arrête de considérer qu'on a affaire à un individu. Il est clair que lorsqu'on parle de leadership politique, l'idiosyncrasie de l'individu compte. Mais dans un système démocratique, bien outillé et bien huilé, certes, on a l'idiosyncrasie qui donne l'orientation au leadership, mais on a des éléments, des institutions suffisamment fortes qui encadrent ce leadership. Et je pense qu'aujourd'hui, celui qui dirait qu'on en voudrait à Mahama par rapport à sa gestion ne serait en train de dire qu'on en voulait
au système NDC qui a géré le pouvoir avec Mahama. Et donc, c'est un problème de crédibilité qui va avec la gestion et surtout le contexte. Nous sommes dans un contexte totalement différent de l'époque où John Mahama avait eu l'opportunité de gérer. Il faut rappeler qu'on est arrivé, si j'ai une bonne mémoire, c'est à cette époque que le Ghana s'est permis à un moment donné, tout juste après cette époque et l'arrivée de Akufo-Addo, de dire qu'il pouvait se débrouiller sans le soutien des institutions de Bretton Woods. Et quelques années après, le Ghana est reparti en courant vers ces mêmes institutions, en prenant leur soutien et se retrouver dans une situation de dette assez critique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout le mécontentement de la gestion du NPP aujourd'hui face aux enjeux, que ce soit politiques, économiques et même international par rapport aux cultures et aux valeurs. N'oubliez pas qu'il y a eu cette question en rapport avec les droits humains relatifs aux questions LGBTQ qui a secoué le Ghana. Il y a eu les notions relatives à plusieurs paramètres, les choix stratégiques qui ont quand même amené ce pays à se poser plusieurs questions par rapport à la gestion du NPP. Et c'est tous ces facteurs, à la fois internes, externes et géostratégiques, qui font qu'aujourd'hui, les acteurs politiques majeurs, parce qu'il faut le préciser, dire la population directement, c'est compréhensible, mais ce sont les acteurs politiques majeurs du système qui ont estimé qu'il fallait changer de fusil d'épaule pour satisfaire tout au moins l'espoir du peuple de voir un changement s'opérer. Donc dans ce cas d'espèce, on a un climat général et global qui favorise le retour du NDC. Et au niveau du NDC, le NDC n'a pas trouvé mieux que Mahama pour porter le flambeau une fois de plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera de différent qu'il n'a pas fait pendant son mandat dernier? Tout va dépendre de l'orientation du parti politique parce qu'il n'est pas au-delà du parti politique. Et il faut rappeler cela. Au Ghana, nous sommes dans un système démocratique qui est assez évoluer par rapport à la crédibilité des institutions et à leur capacité à influer sur le choix des acteurs politiques. Ce n'est pas permis, c'est pas facile pour un président de se maintenir au pouvoir au Ghana si ce n'est pas voie démocratique parce qu'ils ont pris un ensemble de mesures qui rendent les institutions assez fortes. Pareil pour le Sénégal. Et vous avez bien fait à l'introduction de poser la question de savoir ce que cela pourrait signifier pour la sous-région. Ça vient simplement démentir la thèse selon laquelle plusieurs acteurs remettent en cause la démocratie dans la sous-région. Ce n'est pas la démocratie qui est à remettre en cause, mais c'est la mise en œuvre de cette démocratie par endroit au niveau de la sous-région qui est à remettre en cause. Le problème n'est pas l'option démocratique, mais la mise en œuvre de ces options et surtout la capacité de cette option dans sa mise en œuvre à améliorer les conditions de vie des citoyens. Parce que tous les endroits en Afrique de l'Ouest où vous avez eu à assister à une remise en cause de cette démocratie, s'il y a une chose qui est claire, c'est que les conditions de vie des citoyens ne leur permettent pas de s'attacher à la culture de cette démocratie institutionnelle. Et je souhaiterais quand même qu'on fasse la part des choses entre la démocratie institutionnelle et la démocratie qui s'attelle et se concentre sur l'amélioration des conditions de vie du peuple et la volonté de ce peuple. Alors, je reste avec vous. Le retour d'un ancien président au pouvoir, un signe de maturité démocratique ou un manque de renouvellement politique? Alors, je dirais un signe d'alternance démocratique constructif. Je ne regarde pas l'individu, je regarde le système. L'alternance, depuis le début. Oui, l'alternance, c'est quelque chose de magnifique, surtout lorsque ça se passe démocratiquement et que c'est ancré dans les valeurs. Maintenant, si on regarde l'individu, il y a ce problème, et ce n'est pas propre au Ghana, c'est un problème de renouvellement de la classe politique qui est assez majeur et qui explique même les difficultés démocratiques auxquelles on assiste, pas seulement en Afrique,
partout ailleurs. Regardez aux États-Unis ce à quoi on a assisté. Malheureusement, les démocrates ont été victimes de leurs difficultés ou de leur capacité à pouvoir renouveler la classe politique de façon efficace et de façon crédible, parce qu'il faut un temps pour que les différents leaders politiques qui sont mis en avant soient familiarisés avec l'électorat politique. Donc Kamala Harris a souffert de cela. Et oui, quand vous revenez dans notre contexte sous-régional et particulièrement le contexte ghanéen, il semble y avoir une difficulté de renouvellement du leadership politique. Parce que quand vous regardez aujourd'hui Apa Mahama, qui semble être un leader politique du NDC qui est non seulement suffisamment connu au niveau du NDC pour porter le flambeau et susciter l'intérêt de cet électorat, mais qui est aussi connu au niveau de la sous-région ou sur la scène internationale. J'en connais très peu. De l'autre côté aussi, peut-être ce qui a fait le peu de popularité de l'adversaire de Mahama, de l'ancien président Mahama, c'est aussi parce qu'on ne le connaît pas autant qu'on connaissait Nana Akufo-Addo. C'est vrai que le vice-président Baoumi était là, c'est un ancien de la sphère politique du NPP, mais il n'a pas le même charisme ou la même réputation politique que Nana Akufo-Addo, qui était carrément à la fin de son mandat. Alors, Ludovic Holotchi, qu'est-ce qu'on retient de cette victoire? Déjà, une volonté du peuple d'installer, de restaurer un dynamisme et à prouver de quoi il est capable. Et donc, le peuple met à nouveau sa confiance en lui pour qu'il puisse réaliser ce qu'il est en train ce qu'il a promis lors de sa campagne électorale. Alors, cette victoire déjà montre l'importance de la démocratie en Afrique. Déjà, c'est un processus qui a été respecté, et ce qui se traduit déjà par son élection au suffrage universel. Donc, c'est un message très fort pour plusieurs pays de la sous-région. L'un des facteurs qui ayant favorisé, c'est cela. Également, on peut parler de l'impopularité de son adversaire. Mais déjà, il faut comprendre que la démocratie est toujours de mise et c'est ce qui a permis ce dynamisme. Alors, très vite, pour boucler cette première partie, M. Morgan, que faut-il retenir de cette victoire? Il faut retenir que déjà que l'électorat ghanéen n'a pas choisi le président Mahama à cause de sa nostalgie de son leadership à l'époque, non. C'est un choix qui est fait dans une perspective d'espoir d'un renouveau. Ils veulent aller vers quelque chose de différent. Ils ont besoin d'autre chose que d'un leadership NPP. Et Mahama se trouve être celui qui a été crédibilisé du soutien du NDC. Donc, naturellement, il faut dire que il y a un souhait vivace d'un renouveau, d'une option totalement différente que ce à quoi on a assisté, et c'est l'essentiel à retenir, et ils ont préféré passer par le moyen démocratique que tout autre moyen. Passons maintenant au second grand dossier. La Syrie pourrait bientôt vivre un tournant historique avec la chute de Bachar al-Assad. La chute de Bachar al-Assad ne représente pas seulement la fin d'un régime, mais un point de bascule dans la lutte d'influence entre les puissances mondiales. Alors, suivons cet élément. Depuis la prise de contrôle du sud de la Syrie par plusieurs factions armées, leurs combattants ont mis en place des points de contrôle dans les gouvernorats de Dera et Soueda pour maintenir l'ordre. Ces factions, largement dominées par l'armée syrienne libre, qui a été créée dès le début de la révolution syrienne en 2011, elles veulent désormais entrer dans une nouvelle phase pour s'organiser en une armée régulière et gérer les affaires locales en coordination avec les autres groupes ayant pris le pouvoir dans le pays. Nous annonçons la prise totale du territoire rural syrien le long de la frontière avec le Golan syrien. Nous réaffirmons notre engagement à préserver les biens publics et privés dans le sud, en particulier à Quneitra. Les habitants appellent à une transition rapide vers un pouvoir civil et à un traitement égal de tous les Syriens, indépendamment de leur religion, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Nous félicitons notre peuple en Syrie pour cette grande victoire. Nous nous sommes débarrassés de la bande du régime tyrannique. C'est une victoire pour nous,
et pour les martyrs qui se sont sacrifiés pour la libération. Que Dieu protège nos détenus, qu'ils reviennent sains et saufs. Nous attendons des groupes de prisonniers libérés qui arrivent de Damas. On espère qu'ils retourneront chez leurs familles en sécurité et en bonne santé. Dans le sud, qui compte 1,5 million d'habitants, de nombreux groupes armés coexistent, allant des islamistes aux factions civiles, mais l'armée syrienne libre reste la plus influente. Morgane, après plusieurs années de gouvernance, la chute de Bachar el-Assad était-elle prévisible? Oui, vous savez, si on doit rester dans l'optique, tout ce qui commence à une fin, c'est totalement clair que ça devrait finir un jour. Maintenant, est-ce que on pouvait savoir que c'était le jour de la fin? Pas vraiment, même si le contexte était favorable à la fin de ce régime. Pourquoi est-ce que le contexte est favorable? Déjà, la lutte contre le régime existe depuis des années. Il y a des groupes qui se battent pour que ce régime bascule, tombe depuis des années. Et votre élément l'a bien souligné. Il y a une armée libre en Syrie qui se bat depuis longtemps et qui attendait patiemment qu'il y ait ce changement. Mais mieux, il y a un contexte global assez favorable. Les alliés les plus importants de ce régime, il y a l'Iran et il y a la Russie. Et quand vous regardez ces alliés, ils se retrouvent sur des fronts, sur la scène internationale qui, naturellement, prennent toute leur attention et donc se retrouvent à ne plus avoir d'attention pour aucun autre partenaire, si ce n'est que ce partenaire lui permet efficacement de tenir dans la redéfinition géopolitique du monde entier. Et dans le cas d'espèce, la Russie, très occupée avec les questions de l'Ukraine, a fait face à l'OTAN et aussi à tout ce qui est gestion géostratégique au niveau de l'Afrique, aurait naturellement du mal à prêter soutien ou main forte à la Syrie. L'Iran qui se fait frapper de toutes parts par Israël, que ce soit sur le plan de ces acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs réguliers comme le Hezbollah et le Hamas, ou sur le plan même de l'État, c'est-à-dire des forces régulières, Israël a réellement affecté la capacité, non seulement de soutien, même de défense de l'Iran. Naturellement, le régime syrien s'est retrouvé sans partenaire solide et donc a été obligé de céder à une dynamique qui, loin d'avoir été le seul œuvre de ce groupe d'islamistes, de ce groupe rebelle, a certainement d'autres acteurs qui se sont cachés derrière les rideaux pour apporter un appui stratégique et technique à ce groupe. Donc je me dis que c'est quelque chose qui a été bien orchestré et qui maintenant remet en cause le leadership au niveau de cette partie-là du Moyen-Orient, et on a l'impression que Israël a naturellement le vent en poupe, étant donné que les premières déclarations du considéré leader des rebelles montrent qu'il a tendance à aller dans le sens d'Israël. Maintenant, pour ce qui est de bonjour, un nouvel ère où tout ira bien pour le peuple syrien et ses partenaires, c'est difficile à dire parce qu'une fois de plus, comme votre élément l'a montré, il y a plusieurs groupes qui ont tendance ou qui ont l'intention d'exercer leur pouvoir dans un certain nombre d'espaces, même si ce n'est pas sur toute l'étendue. Donc il va falloir que tous ces groupes s'asseyent autour d'une table, discutent de l'organisation, de la gestion de la chose publique au niveau de la Syrie, et que les acteurs externes aussi s'ajoutent pour maintenir la défense de leurs intérêts. Donc c'est un ensemble d'éléments qui ne présagent pas forcément tout de suite là d'un nouvel ère assez favorable pour tout le monde. Il y a une période de négociation qui s'impose et c'est difficile de dire combien de temps cette période va durer. Alors, Ludovic Holochi, quelles seraient les conséquences de la chute d'Assad sur les relations entre la Russie et ses alliés africains? Mais déjà, avant d'aborder ce plan, il est très important de comprendre l'enjeu. Parce que sur la scène internationale, il est toujours question d'enjeux, donc d'intérêts, et ce sont les intérêts qui définissent les jeux et les actions menées sur le terrain, sur le plan international. Nous allons faire recours rapidement à Speakman
et à John Mackinder, et qui parle de l'Eurasie. Le contrôle de l'Eurasie détermine en effet la prise de pouvoir, de contrôle sur le monde entier. Celui qui détient l'Eurasie détient 50% des ressources mondiales, donc peut contrôler le monde. Et c'est à cette course que vont les grandes nations, notamment en enlevant la Syrie des branches de la Russie pour l'affaiblir, et afin de prendre d'assaut l'Eurasie qui est entre autres l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Donc, quand on va parler de l'influence de cette chute sur les relations de la Russie et de ses alliés africains, je pense que la Russie a intérêt de renforcer ses relations en Afrique, voire les développer, afin d'empêcher l'OTAN, la France, l'Israël, les États-Unis et autres de prendre un contrôle avancé sur l'Eurasie, ce qui les empêchera du coup de contrôler le monde et d'en être les maîtres. Alors Morgane, vous abondez dans le même sens pour les conséquences? Vous savez, c'est un sens compréhensible. Il y a quand même d'autres paramètres qui... oui, et je pense pas que l'Eurasie, comme défini par ces scientifiques et experts, soit réellement l'enjeu. Même si on comprend aujourd'hui qu'on est dans une dynamique globale, pas forcément de domination. Tous les États et tous les acteurs majeurs de la scène internationale ont compris le message aujourd'hui qu'on ne peut plus parler de domination sur le monde entier. Mais on peut parler de la capacité à pouvoir défendre ses intérêts de façon stratégique un peu partout. Il y a une redistribution des cas totales qui font que le Moyen-Orient, déjà, même dans le cas d'espèce, n'est acquis à aucune des grandes forces. On parle d'Israël et de ses alliés qui pourraient avoir le contrôle de ce qui se passe en Syrie et même de la majeure partie du Moyen-Orient. L'histoire des relations internationales nous a montré que c'est faux. C'est aller très vite en avant, en besogne. Pourquoi? Parce que personne ne s'attendait à ce qui s'est passé le 7 octobre pour Israël. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une dynamique forcément d'apaisement ou d'éloignement de ce genre d'effet surprise qui n'en est pas forcément. Parce que lorsque vous restez dans la dynamique de construction et de déconstruction, nous sommes en train d'assister à une déconstruction qui est née du fait d'une gestion peu cohésive de l'installation d'Israël et de la gestion du Moyen-Orient en global. Donc là, aujourd'hui, la notion de l'Eurasie pour dominer le monde trouve ses limites dans le sens où la domination du monde n'est plus un enjeu, mais c'est la défense des intérêts stratégiques. Et pour aller peut-être dans un sens qui s'éloigne aussi de celui qui a été décrit, la Russie a anticipé sur plusieurs fronts. Et je pense que le fait de ne pas s'engager auprès d'Assad était un choix stratégique que la Russie a décidé de faire en tenant compte de plusieurs facteurs, le premier étant l'arrivée de Donald Trump au niveau des États-Unis qui ne va pas forcément, qui n'est pas dans une politique de domination mais qui est surtout dans une politique de America First qui, dans sa dynamique, veut s'occuper de tout ce qui permet aux États-Unis de ne pas dépenser énormément en éliminant donc tous les foyers de conflit et toutes les perspectives de vouloir être le gendarme du monde entier et tout ce qui serait d'un enjeu commercial. Sur ce plan, la Russie n'a pas forcément intérêt à s'engager sur un autre front qui pourrait l'amener à se retrouver dans une situation conflictuelle avec les États-Unis de Donald Trump. Donc, tenant compte de tous ces paramètres et de ce que la Russie fait déjà en Afrique, qui continue d'être le cœur de l'acquisition des ressources naturelles malgré le fait qu'elle a été utilisée pendant des décennies, tous les pays stratégiques veulent être en Afrique, sans oublier la situation du Sahel qui traverse, et l'Afrique de l'Ouest qui traverse une insécurité grandissante auquel certains acteurs de la scène internationale ont tout intérêt à résoudre. Donc, tenant compte de tous ces paramètres, je pense que je m'éloignerai tout au moins un peu de la thèse de l'Eurasie et de la quête de domination du monde en m'arrêtant sur la dynamique de défense d'intérêts stratégiques qui est aujourd'hui
essentiels dans la dynamique du monde, sans oublier que de l'autre côté, on a la Chine et Taïwan. Peut-être ce serait le moment idéal pour la Chine de prendre Taïwan, et personne ne peut refuser le fait que la Chine y pense régulièrement avec tous ces exercices qu'il multiplie tout au long ou tout autour de Taïwan. Alors, pour finir très rapidement, quel parallèle peut-on établir entre le conflit syrien et les tensions au Sahel? Beaucoup de choses peuvent être établies, il y a beaucoup de parallèles, mais il faut s'en tenir au cas par cas. Il faut dire que ce qui se passe en Syrie ou ce qui s'est passé en Syrie pendant des décennies, lorsque vous essayez d'aller en profondeur, vous comprenez que le terrorisme, dans son expression aujourd'hui, est parti de cette partie du monde. Et le parallèle, c'est que si on arrive à mettre fin à la dynamique terroriste dans cette zone, au Moyen-Orient, avec la situation en Syrie, on pourrait trouver des mécanismes pour régler la chose de l'autre côté du Sahel. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est deux foyers différents, mais on peut utiliser les mêmes stratégies pour arriver à gérer surtout l'aspect financier, parce qu'il faut financer le terrorisme, il faut ravitailler les capacités, on peut arriver à trouver le moyen de gérer ça. Mesdames et messieurs, le temps qui nous est donné est imparti. Ce sont sur les mots de Morgane Assogba Metodji que nous clôturons cette édition de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Merci à vous, Morgane. Au plaisir de vous retrouver bientôt, toujours sur ce plateau. Ludovic Holochi, merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin et à dimanche prochain pour un autre numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde.